أحد الروافد العريقة للهوية الوطنية إن التقاليد الحضارية المتأصلة للمغاربة تستمد روحها من تشبعهم العميق بقيم التعايش والتسامح والوئام بين مختلف مكونات الأمة في ظل القيادة الحكيمة للعرش العلوي المجيد الذي قلدنا الله أمانتها. انتهى قول صاحب الجلالة نصره الله. وهذه الروح وهذه المعاني العميقة هي ما نود أن نشتغل فيها جميعا. والشكر. كل الشكر وغاية الامتنان والاعتراف للأستاذة بهيجة السيمور على هذا العرض القيم المتناقي الغني بالذخائر الرجيم المغربي التي تفتح آفاقا واسعة أمام القراءة المتجددة، أمام البحث، أمام الاستقلال. نشكرك جزيلا سيدتي الفاضلة على هذا الإسهام العلمي المتميز الذي لا شك أنه سيثير كثير من النقاش وأشكال التفاعل العلمي معه بطبيعة الحال. مباشرة أعطي الكلمة للأستاذ جامع بيضاء مدير مؤسسة أرشيف في المغرب، أستاذ كلية الآداب والمساعدة الخدمات، أستاذ جامع بيضاء من مؤرخي المغرب المعاصر الذين صنعوا معالم ما يمكن ان يسمى اليوم بالمدرسة التاريخية الوطنية المغربية، معروف بإسهاماته العلمية العديدة على امتداد سنوات طويلة. بابا خير من اشتغل على تاريخ وذاكرة الصحافة المكتوبة بالمغرب بمختلف تعبيراتها خلال عهد الاستعمار، ومرجع في هذا الباب روح جامعية الجزائر بهذا الخصوص، ونشرتها وصدرت ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إلى جانب الإسهامات العلمية في الكثير من المنتديات العلمية المتعددة التي لا يمكن لي أن أختزلها في هذه العجالة. باسمكم أود أن أشكره على التحمل على التنقل إلى مدينة الصويرة قصد المشاركة معنا في هذا المنتدى العلمي. له الكلمة والشكر. تفضل بالسلامة. شكرا سيد الرئيس. Monsieur André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira Mogador, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la Fondation Zertouni, ma chère collègue, Madame Bahija Simou, directrice des Archives royales, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations à la Fondation Zertouni pour son initiative de consacrer l'année 2014 à feu Sa Majesté Mohamed V. Parce que c'est pas seulement parce que c'était un grand roi marocain, mais c'est un symbole qui a marqué le Maroc du XXe siècle. C'est un symbole qui a marqué le monde du XXe siècle, une des grandes personnalités de ce XXe siècle. Et son parcours est plein d'enseignements et on ne cessera jamais de revisiter ce parcours-là. Par conséquent, je trouve que l'initiative est tout à fait louable. Et puis, je félicite également les organisateurs pour la pertinence du choix du thème que nous abordons à Essaouira, à savoir la condition d'une composante essentielle de la société marocaine, à savoir, je n'allais pas dire les juifs marocains, mais les marocains juifs, ou les marocains de confession juive, qui ont été protégés par le souverain dans un contexte très très difficile que j'aborderai dans mon tour. Et puis, cher Monsieur le Président, ce n'est point une corvée pour moi de revenir à Essaouira. C'est ici que je me ressource. Il y a un esprit d'Essaouira auquel je crois très fort. Pas seulement les vents des Alizés, mais j'y crois très fort. Il s'inscrit dans un parcours historique
qui ne date pas d'aujourd'hui. Ici, c'est la ville de la tolérance par excellence, depuis Sidi Mohamed bin Abdullah, un grand seigneur auquel il faudrait un jour consacrer un grand thème parce qu'il est porteur de l'ouverture de la modernité. Et là, je crois qu'il y a des pages d'histoire, comme on revisite aujourd'hui une page d'histoire consacrée à Sidi Mohamed bin Youssef, Sultan Mohamed V. Il serait aussi opportun un jour de revisiter l'histoire de ce grand souverain marocain, Sidi Mohamed bin Abdullah, refondateur des Essaouira, en fait, refondateur des Essaouira Mogador ou de Mogador Essaouira, parce que c'est à la fois l'ouverture, la modernité, et revisiter des personnalités ou des parcours comme ceux de Sidi Mohamed bin Abdullah ou celui de Mohamed V, c'est tout simplement faire un bon usage de l'histoire. Et M. le gouverneur tout à l'heure a dit quelque chose de pertinent, à savoir qu'il y a certaines histoires qu'on ne doit pas se lasser de revisiter et surtout savoir faire passer le message qui émane de cette page d'histoire à nos jeunes par les temps qui courent, à nos écoliers, au commun des mortels. Et là, il y a du travail à faire, du travail comme ce forum, du travail à faire au niveau des manuels scolaires, qui sont encore pleins d'aberrations. Et donc, dans les médias, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, par le temps qui court, la vigilance s'impose. Merci, ma chère collègue, pour le background, parce que tu me facilites la tâche, le background historique très large et en même temps qui aide, d'abord qui n'est pas un travail, qui aide l'auditoire à mieux comprendre ce que je vais avancer dans un exposé beaucoup plus modeste. À savoir que je me contenterai vraiment de cette période-là, période de Vichy au Maroc, et évoquer les lois anti-juives promulguées au Maroc, il faut bien le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité, promulguée au Maroc sous la bannière de Vichy. Et évoquer cette page éveille toujours un sentiment de malaise. Même si nous autres musulmans n'en sommes pas responsables. Mais quand on parle, c'est quand même notre histoire. Et notre histoire, ça fait mal quelque part. Il y a même un sentiment de culpabilité enfoui. Ça existe. Mais toutes les vérités sont bonnes à dire. Bien que d'inspiration vichyste, ces lois n'en restaient pas moins scellées par le fond du sultan chérifien. Sidi Mohamed bin Youssef, futur Mohamed V, commandeur des croyants et protecteur des dhimmis. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte, et c'est là la tâche de l'historien. L'historien doit historiciser les faits, les remettre dans leur contexte. Il ne s'agit pas de parachuter des jugements. Quand on les met dans leur contexte, on comprend mieux avec discernement. Or, le contexte, c'est quoi au juste? Je vais le rappeler très brièvement. Bien sûr, je ne vais pas étalé, étant donné que le grand processus dans la longue durée a déjà été décrit par ma collègue. Les Juifs du Maroc d'alors, c'était quelques 200 000 personnes, étaient déjà dans les années 30, donc à la veille de la promulgation des lois racistes, étaient déjà victimes de brimades et de vexations.
lié tout simplement à un contexte international, mais qui a eu des répercussions au Maroc. C'est la montée de l'extrême droite, d'abord en Europe, et puis, bien entendu, dans le milieu colonial, dans les colonies, parmi les colons. Ici même, au Maroc, il y avait des groupuscules d'extrême droite, très très xénophobes, très très anti-juifs, des croix de feu, Parti populaire français, le PPF, le Parti social français, et j'en passe. Il suffirait de revenir à la presse de l'époque pour voir comment étaient décrits les Juifs très négativement et comment certains milieux colonialistes essayaient de créer des problèmes entre les deux grandes composantes de la société marocaine, à savoir juifs et musulmans. Ces milieux ont vivement, d'ailleurs, ces milieux-là de droite, d'extrême droite, ont vivement réagi à la montée du Front populaire en France avec Léon Blum. Ces milieux-là, lorsqu'ils s'attaquèrent par le biais de leur presse et par le biais de leur tract à Léon Blum et à ses partisans, eh bien les juifs marocains n'étaient pas épargnés. Bien sûr, à tort. Ils n'étaient pas épargnés. Ils étaient taxés de nez crochus, de plutocratie, et j'en passe. Et au moment de l'avènement de l'État de Vichy, les colons d'extrême droite ont senti enfin que l'heure était venue de se débarrasser des Marocains de confession juive. À cela, il fallait ajouter le déferlement sur le Maroc à partir de la zone espagnole, notamment zone sous occupation espagnole, d'une campagne de propagande nazie qui, prenant prétexte des événements de Palestine, c'est vrai, parfois, l'usage de la question palestinienne, il y a à manger et à boire. Donc, prenons prétexte des événements de Palestine, chercher à s'allier les masses et les leaders musulmans, tout en jetant les juifs à la vindicte populaire. Des tracts et des brochures avaient relayé la propagande antisémite, distillée par Radio Berlin, Radio Stuttgart et Radio Paris. Quelques tendances, il faut aussi le dire, quelques tendances nationalistes marocaines, surtout en zone nord, n'ont pas résisté à cette propagande. Le cas d'Ibrahim El-Ouzzani, fondateur intégrant du bureau de la défense nationale, Maktab Difa' al-Watani, et fondateur d'un journal Difa', est à ce propos le plus typique. Lorsque le régime de Vichy a été instauré en France, après la débâcle de mai-juin 1940, et quand le résident général Noguès s'est aligné après quelques hésitations sur ce régime, qu'il a désormais considéré comme légitime, le contexte local au Maroc était déjà donc porteur, dans une certaine mesure, d'éléments favorables à l'extension dans ce pays de quelques aspects des lois raciales de la métropole. Ainsi, en moins de 2 ans, le bulletin officiel, et on peut le consulter aujourd'hui par Internet, le bulletin officiel du protectorat français du Maroc a publié un arsenal législatif relatif aux Juifs dans une cadence jusqu'alors jamais égalée dans le pays. Cet arsenal remettait en cause les relations intercommunautaires ainsi que les relations multiséculaires entre la minorité juive et les musulmans et le sultan Amir al-Mouminin, donc protecteur des dhimmi.
Il est apparu très tôt aux autorités coloniales que l'extension au Maroc des lois raciales de Vichy posait un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, le Maroc était théoriquement un État souverain, sous la tutelle de la France. Ça n'a rien à voir avec la colonie, le régime colonial ou la colonie en Algérie, par exemple. Et au Maroc, les juifs marocains, ou les marocains juifs, auxquels on a souvent refusé la naturalisation française, contrairement à leurs coreligionnaires d'Algérie, étaient des sujets protégés par le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef. Un sultan, d'ailleurs, de moins en moins docile, malgré les rapports courtois avec le général Nogès. Et ceci, de moins en moins docile, depuis le tollé provoqué par la promulgation du Tahir du 16 mai 1930, dit abusivement Tahir berbère. Il n'a rien de berbère ni d'arabe, c'est un Tahir colonial, point, c'est tout. Et depuis aussi que le mouvement national a érigé le sultan comme le symbole de l'émancipation. Ce sultan avait certes apposé sa signature sur le Tahir du 16 mai 1930 pour le décrier juste après, pour le combattre juste après. On assiste avec les lois anti-juives à un scénario similaire. Une dépêche de l'Agence française de l'information, appelée en arabe par mon ami Baïja Simou. Cette dépêche est datée du 24 mai 1941 et signée par René Touraine, évoque même la dissidence du sultan. C'est le titre de la dépêche. Elle est très significative, c'est pourquoi je vais prendre le temps de vous lire. C'est un document essentiel, vu son contexte, 1941. Mais parce que vous savez, en histoire, le timing est très très important. Et on ne peut pas mélanger. Dire Haj Malik, Haj Mohamed Ben Youssef, en 53, 54 est une chose, mais le dire en 56 est une autre chose. Tout le monde pouvait le dire en 56 ou fin 57. Mais qui osait le dire, celui qui osait le dire après le 20 août 53, il avait du mérite. Mais c'est celui qui le dit après 56. Bon, c'est quel mérite? Donc c'est pourquoi je souligne cette date du 24 mai 41, ça veut dire à un moment où le régime de Vichy était encore très fort. Ce n'est pas du tout le lendemain du débarquement américain. Au lendemain du débarquement américain, eh ben, tout le monde aussi pouvait tenir le même discours, ou presque. Je vous cite ce document d'une grande importance. Nous apprenons de sources sûres que les rapports entre le sultan du Maroc et les autorités françaises se sont sensiblement tendus depuis le jour où la résidence appliqua le décret sur les mesures contre les Juifs, en dépit de l'opposition formelle du sultan. Le sultan s'était refusé de faire la différence entre ces sujets, tous, disait-il, royaux. Vexé de voir son autorité bafouée par les autorités françaises, bafouée son autorité parce qu'il était le protecteur de tous ces sujets, c'est la terminologie utilisée ailleurs, on n'utilisait pas encore citoyen, mais qu'en sujet, c'est sujet juif et musulman sans aucune différence. Vexé de voir son autorité bafouée par les autorités françaises,
il décide de montrer publiquement, il avait l'air de montrer, il avait l'art, je veux dire, de montrer quand il n'était pas d'accord. C'est une noire, quelquefois, quand il se laissait pousser là-bas, il avait un art de faire passer ses messages lucidement, parce qu'il faut bien reconnaître, il faut toujours se poser aussi la question, quel était son pouvoir? Il n'avait qu'un pouvoir. Il n'avait pas de pouvoir, tout le pouvoir était aux mains de la résidence générale. Donc, il faisait ce qu'il pouvait pour perdurer et en même temps montrer qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Je continue donc le télégramme. Vexé de voir son autorité bafouée par les autorités françaises, il décide de montrer publiquement qu'il désavouait les mesures contre les Juifs. Il attend la fête du trône pour le faire. La fête du trône, donc, les projecteurs braillaient sur l'événement. La fête du trône, un événement arraché à la colonisation depuis 1934. Arraché à la colonisation et qui représentait aussi une symbiose entre la population et le souverain. Il attend la fête du trône pour le faire. À l'occasion de cette fête, le sultan a l'habitude d'offrir un grand banquet auquel assistent les officiels français et les personnalités éminentes du monde indigène. Indigène, c'est-à-dire nous autres, musulmans. Pour la première fois, le sultan invite, le sultan, ensemble, invita au banquet les représentants de la communauté israélite qu'il plaça ostensiblement aux meilleures places, voisins immédiats des officiers français. Quelle scène théâtrale! Mais quel devait être le sentiment de ces officiels français qu'il y avait pour instruction de la part de Vichy d'écarter les Juifs marocains de la scène politique, de la scène médiatique, des finances, etc. etc. L'auteur de la dépêche ajoute, pour mieux décrire l'attitude du sultan Ben Youssef, je le cite, le sultan avait tenu à présenter lui-même les personnalités israélites. Il les présente. Comme pour montrer davantage qu'ils étaient bien là présents malgré les autorités françaises. Les officiels français y ont montré leur étonnement à la présence d'Israélites à cette réunion. Le sultan leur déclara: je n'approuve nullement les nouvelles lois antisémites et je refuse de m'associer à une mesure que je désapprouve. Je tiens à vous informer que comme par le passé a été rappelé par Baïja, comme par le passé, les Israélites restent sous ma protection et je refuse qu'aucune distinction soit faite entre mes sujets. Fin. Citation du sultan, mais le commentateur Alain Touraine commente: cette sensationnelle déclaration a été vivement commentée par toute la population française et indigène. Et selon les notes de renseignement de la résidence, cette attitude du sultan a été accueillie avec une ferveur sans pareil, exprimée dans les prières récitées dans les synagogues. Fin de citation. Un peu plus tard, le 10 août 1942, le sultan recevant dans son palais de Rabat une délégation juive de la ville de Fès, il lui déclara qu'il ne saurait y avoir de différence entre ces sujets musulmans et juifs. Il recommanda même, par la même occasion, aux membres de la délégation de tranquilliser, parce qu'il fallait bien tranquilliser tout ce que comportaient les médias d'alors, notamment les radios étrangères, sur le sort des coreligionnaires juifs d'Europe. Ne laissez pas serein, bien entendu,
Et tous les juifs expulsés d'Europe ou qui débarquaient en transit au Maroc pour aller se réfugier aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ça aussi ne laissait pas.